Complètement en un mot, ça fait à peu près 22 ans que je travaille avec Yann Le Bossé. J'ai appartenu pendant une dizaine d'années au laboratoire jusqu'à ma retraite à l'université qu'il dirige, à l'Université Laval de Québec, etc. Mais je n'ai pas du tout la prétention d'avoir fait le tour complet de la question. Et comme je dis souvent, je ne lui arrive pas à la cheville. Donc les autres collègues du labo pensent pareil. Ça a été dit, éducateur spécialisé de formation, 27 ans sur le terrain, dont 24 ans en sauvegarde de l'enfance dans le Val d'Oise et puis en Savoie. Entre 2004 et 2018, donc maître de conférence à Grenoble, en charge des diplômes de travail social, éducateur spé, assistant de service social, éducateur technique spécialisé, des licences pro, etc., etc. J'ai encore un pied sur le terrain, à différents titres, accompagnement d'équipe, en particulier des équipes, une assoce qui intervient sur des quartiers très difficiles en Île-de-France, Bondy, les Mureaux, quartier nord de Marseille, Mistral à Grenoble. Donc je suis très impliqué dans cette association. Des journées de formation dans différents secteurs, aussi bien les situations de handicap, cohésion sociale, protection de l'enfance, et moi-même impliqué en tant que partage avec des personnes pour qui la vie n'est pas simple. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est inconciliable. C'est incontournable, pardon. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. C'est incontournable que je continue à œuvrer de cette façon-là, de façon à pouvoir participer modestement à la formalisation de cette approche. Cette approche qui ne le paraît pas, mais est contre-culturelle. Moi, ça fait donc plus de 20 ans que je m'y intéresse. Une partie de ma thèse de doctorat portait sur le pouvoir d'agir. Et je me rends compte des problèmes que pose l'introduction de cette approche dans de nombreux fonctionnements associatifs, institutionnels, d'équipes, etc., etc. Voilà, donc on va passer directement au vif du sujet. Plan de cette présentation. Alors, quelques repères législatifs que vous connaissez très bien, donc on passera rapidement. Des critiques sur l'organisation des interventions sociales traditionnelles et après, évidemment, des propositions pour envisager les choses différemment. Ce sera l'objet des chapitres 3, 4 et 5. Un préalable aussi, cette approche ne constitue pas du tout une nouvelle théorie, n'a pas cette ambition. Elle est élaborée à partir d'observations faites sur le terrain. C'est-à-dire que le travail des personnes qui contribuent à sa formalisation est d'aller sur le terrain, d'observer et de comprendre autant que faire se peut les pratiques en cours et de valoriser celles qui valent le coup et d'attirer l'attention sur celles qui devraient faire l'objet de remédiation. Donc c'est vraiment une approche, une dynamique qui est ascendante. Tout part du terrain. Ambitionne de constituer un cadre de référence susceptible d'orienter les pratiques, il faut que je mette mes lunettes, les modes d'exercice des personnes, aussi bien professionnelles que bénévoles, engagées dans les interventions sociales. Et ensuite, elle a l'ambition de préciser un vocabulaire, une posture. L'expression pouvoir d'agir est devenue un mantra en France. Tout le monde l'utilise, pas que dans le social, y compris dans la publicité et ailleurs, mais très peu de personnes sont capables d'en préciser les contours. L'exemple en est le rapport Bourguignon qui date de 2018, qui faisait suite aux États généraux, dans lequel l'expression apparaît à plusieurs reprises. Nulle part n'est définie. Alors je sais que c'est un rapport politique et pas un rapport scientifique, mais si vous voulez, nulle part n'est proposer une définition ou un contour à cette expression. Donc prudence, parce que très souvent, l'idée de pouvoir d'agir va se transformer en devoir d'agir. C'est comme les injonctions à l'autonomie qu'on retrouve dans de nombreux projets associatifs. Finalité des interventions se référant à cette approche, contribuer à construire une société plus juste. Et on verra à la fin, je terminerai par une façon d'envisager cette finalité. S'agissant des repères législatifs, la définition internationale du travail social, qui date de 2014, le travail social promeut le changement et le développement social
la cohésion sociale, le pouvoir d'agir et la libération des personnes, les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités. Voilà. Donc on est bien dans une décentration de la seule approche personnelle. On voit bien que pour aller sur les questions de cohésion sociale et autres, va falloir s'intéresser à des aspects macro-sociaux, etc., qui sont souvent tenus de côté dans les pratiques. Rapport Bourguignon. Ensemble résolument hétérogène, le travail social a toutefois pour vocation commune d'aider à résoudre les problèmes de tous ceux qui subissent des difficultés économiques et sociales. Il opère ainsi dans les failles, dans les contradictions, dans les inégalités de la société, ce qui ne lui donne pas une identité stable, mais hybride et incertaine. Là encore, c'est quelque chose qui est délicat, hein. C'est une ambition qui est forte, qui est noble, mais si vous voulez, c'est pas simple pour les équipes, pour les institutions, d'aller travailler là-dessus, avec le risque éventuel de conflits avec des politiques et autres qui financent nos organisations. Une dernière citation, le travail social n'est pas un travail sur autrui, c'est un travail avec autrui. La posture attendue n'est donc plus dans une expertise sur les autres, mais dans une expertise avec les autres. Passer du diagnosticien au maïeuticien. L'enjeu est de passer du modèle de l'expertocratie, modèle médical avec des rôles séparés, ceux qui savent et ceux qui disent leurs problèmes, professionnels versus usagers, au modèle de catalyseur. Le catalyseur en chimie permet une réaction mais se retire à la fin. Il a seulement permis que la réaction se produise. On connaît l'histoire, par exemple, de la protection de l'enfance et de l'impact très intelligent, très fort du domaine de la pédopsychiatrie et autres à la sortie de la guerre, de la dernière guerre mondiale, par exemple, qui ont incité à la création de tout ce qui était internat éducatif et autres, parce qu'un nombre important de jeunes qu'ils accueillaient n'avaient rien à faire dans les institutions. Alors ça, c'est une manip très intéressante de décentrer de la seule logique médicale, mais est restée une empreinte très très forte. On le voit aussi au niveau des conventions collectives et tout le reste. Et puis une certaine, si vous voulez, moi alors je vais peut-être vous choquer, un certain complexe d'infériorité des travailleurs sociaux face à tout le domaine des psys. Hein. Les psys sont capables de présenter des argumentations construites avec un vocabulaire élaboré. Très souvent, pour les travailleurs sociaux, c'est beaucoup plus délicat. On va reprendre tout ça après avec le croisement des savoirs. On va le reprendre très rapidement. Une autre référence des États généraux, faire participer les personnes et mieux les accompagner, placer le pouvoir d'agir des personnes au cœur des projets, des établissements et des services associatifs et publics. Je passerai la diapo suivante. Voilà. Et enfin, le décret signé, un des derniers décrets signés par M. Cazeneuve lorsqu'il était Premier ministre. Le travail social s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. C'est un décret, il est indiscutable, il est à mettre en œuvre. Alors, ce décret est complètement ancré dans ce qu'ATD Carmonde appelle le croisement des savoirs. Travail qui est publié depuis l'année 1985. L'ouvrage d'ATT, le croisement des savoirs, date de 1985. Qu'est-ce que ce croisement des savoirs? C'est de dire que dans toutes les situations élaborées et mises en œuvre, doivent être articulés les trois pôles suivants. Savoir théorique, savoir d'action, savoir expérientiel. Savoir théorique. Alors, dans le domaine des sciences sociales, il faut qu'on reste modeste. On est sur des disciplines qui sont récentes, qui ont quelques décennies d'existence. Il y a encore des philosophes qui n'ont pas digéré le fait que la psychologie crée sa propre section universitaire. Donc, si vous voulez, c'est délicat. J'ai été chef de département pendant 6 ans à Grenoble. Les 3 psychos qui étaient là ne pouvaient pas discuter ensemble. Chacun d'un courant différent, il était impossible qu'ils se mettent d'accord sur quoi que ce soit. J'ai ni la légitimité ni la compétence pour trancher dans ce genre de conflit.
Je ne suis pas psychologue, je ne prends pas parti, mais pour vous dire qu'on est dans les savoirs théoriques, pareil, les sociaux, on voit les changements de vocabulaire, etc., qui marquent, si vous voulez, que ce sont des travaux qui sont en élaboration, etc. On n'est pas comme dans la science médicale, on n'est pas comme dans les autres sciences qui se rapprochent de la physique, des maths et autres. On est sur des savoirs qui ne sont pas encore complètement assis, et qui le seront un jour, je ne sais pas quand. Les savoirs d'action. Les travailleurs sociaux sont très forts dans les actes pour gérer des situations qui ne sont pas simples. Réussir à animer des groupes constitués de personnes mal dans leur peau, etc., qui ne savent pas très bien s'y prendre, qui à partir de là ont des réactions violentes. Les travailleurs sociaux, ils savent faire. Ils savent aller vers des personnes qui ne vont plus vers les autres, les personnes dites désaffiliées, etc. Ils sont très très forts. Mais on n'est pas dans des savoirs théorisés. Il n'y a pas de théorie du travail social. Il y a eu quelques tentatives il y a quelques années en arrière qui ont rapidement coulé. Il n'est pas question de créer une nouvelle discipline travail social à l'université. Il y a un barrage très fort des sociaux, des psychos, etc., pour qui le travail social est un champ disciplinaire et pas une discipline. Je ne rentre pas dans les détails, mais il ne faut pas rêver là-dessus. Mais les savoirs d'action, ce sont, tels que les appelle ATT Carmonde, moi je parlerai plutôt de connaissances issues des pratiques, sont possibles à formaliser, à diffuser à travers tous les temps d'analyse de pratique, de supervision, etc. C'est-à-dire, c'est aux équipes de s'emparer de leurs pratiques pour être capables de les argumenter, de les faire connaître, etc., parce que ça marche, parce que ce qui est mis en place fonctionne, mais n'est pas théorisé. Donc on n'est pas dans les savoirs théoriques. Enfin, le troisième pôle, savoir expérientiel, connaissance issue d'expériences de vie. Tout être humain est capable de tirer des enseignements de ce qu'il vit, moyennant certaines conditions permettant l'introspection, etc. Tout être humain. ATT Carmonde fait un boulot très très fort à travers les universités populaires qui existent depuis des décennies. L'ambition d'ATT Carmonde depuis le départ, et c'était l'ambition du père Wresinski, fondateur d'ATT Carmonde, c'était que les personnes en situation de pauvreté prennent directement part aux décisions les concernant. Je vous rappelle que la loi de lutte contre les exclusions de 1998 est directement issue des travaux d'ATT Carmonde. ATT Carmonde forme des personnes pour qui la vie est vraiment pas simple, à aller rencontrer des politiques. L'un des premiers, c'était le secrétaire René Lenoir quand il était secrétaire d'État dans les années 70, etc. Donc vous avez, et ça en l'absence de toute caméra, de tout journaliste, toujours des personnes qui retournent le soir dans leur caravane, qui, avant, rencontrent tel ou tel représentant du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc., de façon à pouvoir discuter droit, etc. Donc, si vous voulez, à savoir expérientiel, voilà. Mais ce sont des gens qui ont été préparés pendant des années à ces rencontres et qui sont capables de passer du « je veux » à « nous avons droit ». Bon, gros boulot, mais tout ça marche. Donc, si vous voulez, le décret de Cazeneuve s'appuie complètement sur cette idée de croisement des savoirs. C'est-à-dire que tout ce qu'on construit va s'articuler autour de ces trois pôles qui ne sont pas hiérarchisés. Une dernière référence, la Haute Autorité de Santé, donc un texte récent, janvier 2021, sur le référentiel d'évaluation. 3 enjeux, entre autres, permettre à la personne d'être actrice de son parcours. 4 valeurs fondamentales portées par le référentiel, le pouvoir d'agir des personnes, le respect des droits fondamentaux, l'approche inclusive des accompagnements et la réflexion éthique. Voilà, donc vous voyez, tout ce que je voulais vous présenter est parfaitement dans les clous au niveau des lois et des préconisations. Quelques critiques. Alors je passe directement à la diapo suivante. L'hypothèse des carences, très souvent privilégiée par les intervenants. Si une personne éprouve des difficultés d'adaptation ou d'intégration sociale, c'est parce qu'il lui manque quelque chose en termes de formation, de confiance en soi, de motivation, etc. Pour remédier à cette situation, il faut combler la carence. Corollaire, une fois la carence comblée, la personne n'aura plus de problème. Alors, premier écueil, cette référence met l'accent sur les carences plutôt que sur les habiletés et les compétences. Il y a un risque de stigmatisation, fait d'assimiler ce que vit la personne avec ce qu'elle est, et surtout, elle ne prend pas du tout en compte les conditions de vie de la personne. On est centré sur la personne.
Voilà, on va apporter tel élément à la personne et tout ira bien. Bon, si c'était aussi simple que ça se saurait. Vous en savez au moins autant que moi là-dessus. Concernant le handicap, une citation de Charles Gardou. On établit trop souvent la relation avec ceux qui vivent le handicap au quotidien à partir de leur handicap, comme si leur manque suffisait à les définir, comme si une déficience sensorielle, physique ou mentale tenait lieu d'identité globale. On oublie qu'ils sont riches de leur histoire, de leur personnalité, de leur virtualité, de leur capacité à s'approprier à leur manière la réalité. Quelle que soit la lourdeur de leurs difficultés, tous possèdent un potentiel actualisé. Donc dans cette approche, on va plutôt faire une hypothèse des compétences que d'hypothèse des carences. Ça ne veut pas dire qu'on n'en tient pas compte. Mais on va vraiment tenter de faire ressortir tout ce que la personne ou le groupe est capable de mettre en œuvre. Une autre hypothèse. L'hypothèse du grand soir. Bon, beaucoup moins active aujourd'hui. Les problèmes des personnes sont le produit principal d'une forme d'organisation sociale pathogène. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer les aspects personnels de la situation dans l'intervention. L'intervenant se consacre au changement social, renversement de l'ordre établi. Il fait l'impasse sur la dimension personnelle des difficultés vécues par les personnes. Alors, contrairement à l'hypothèse des carences, cette hypothèse-là fait complètement fi de la dimension personnelle. C'est une hypothèse qui a eu cours au début dans les années 70, essentiellement auprès des équipes de prévention spécialisées, où bon nombre d'intervenants étaient très politisés et étaient ancrés là-dessus. Bon, depuis, ça semble plus être le cas. Donc cette hypothèse a très peu cours, quoi. Après, on passe à une question de posture. La posture du sauveur. Le sauveur sait ce qui est bon pour l'autre. Il ne s'appuie que sur ses propres connaissances, sur son propre point de vue pour conduire l'intervention. Il réfute l'intérêt de la prise en compte des connaissances issues de l'expérience. Il est alors question de prise en charge et non d'accompagnement. Une telle posture provoque l'infantilisation des personnes auprès desquelles il intervient. L'intervenant les traite comme si elles étaient dépourvues de toute compétence. Il développe une présomption d'incapacité des personnes concernées. Alors, si ce modèle est pertinent en médecine intensive, par exemple, il ne l'est pas dans les interventions sociales. J'enseigne tout de suite pour illustrer avec la diapo suivante. Une telle posture se manifeste dans tous les temps de réflexion portant sur les personnes concernées par les interventions en leur absence, tous les écrits réalisés par les intervenants portant sur les personnes concernées par les interventions, toutes les actions dans lesquelles les intervenants pensent et font à la place des personnes concernées. On ne peut pas travailler sans temps d'analyse de pratique, selon moi, et sans temps de supervision. Mais ce sont des temps qui sont centrés sur ce que vit l'équipe, ce que vivent les membres de l'équipe, etc., etc. À partir du moment où on est dans un temps de synthèse, on l'appelle comme on veut, un temps qui concerne directement une personne, un groupe familial, un groupe, on n'est plus là-dessus. Selon le décret de Cazeneuve, selon le modèle, en s'appuyant sur le modèle d'ATT Quart-Monde, voilà, on ne peut pas faire fi des personnes, ni dans les temps de réflexion, ni dans ce qu'on va rendre compte sur eux. Alors, je parlais de la forte empreinte de ma pratique professionnelle. Déjà dans les années 95-2000, j'avais eu la chance de participer à la mise en place d'un service d'accueil d'urgence pour grands ados, en gros 15-21 ans. On incitait au maximum les gens, alors le jeune en question, les jeunes en question, s'ils étaient plusieurs membres de la famille, et la famille, parents, grands-parents, oncles, toutes les personnes qui pouvaient avoir une importance, à rendre compte de ce qui serait joué pendant notre temps d'intervention aux magistrats. On n'était quasiment que sur des mesures judiciaires. On incitait les gens à écrire, et ça dès le début de la mesure. Voilà, vous allez faire part au magistrat, quand on va lui rendre des comptes, de ce que vous avez vécu, de l'intérêt que vous avez trouvé dans la mesure, etc., etc., des évolutions éventuelles qui ont été, que l'intervention a pu produire au sein de votre famille, etc., etc. Et ça marchait très bien. Évidemment, de son côté, le service rendait des comptes. C'est de l'argent public, ça ne se discute pas, on a des comptes à rendre. Mais ce n'était pas des comptes du tout de la même nature. On pouvait très bien dire, voilà, on a rencontré 8 fois la famille en entretien. On ne rentrait pas dans le contenu des entretiens.
C'est à la famille elle-même de dire ce qu'elle avait tiré comme éventuel profit de ces temps d'entretien. Pareil pour une rescolarisation, tout ce que vous voulez. Voilà, là, les gens écrivaient sur eux. Alors, un écrit si c'était possible, plusieurs si c'était pas possible, ça leur appartenait, écrit dont on n'avait pas connaissance, qui était directement expédié au greffe du tribunal dans les mêmes délais que notre écrit institutionnel. Si c'était que 2 semaines avant l'audience, 2 semaines avant l'audience, les gens rendaient leur papier. Bon, pour moi, c'est le vrai principe, c'est le vrai respect du principe de contradiction du droit français, c'est-à-dire que chaque partie a le droit de s'exprimer. Et deuxièmement, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire à la place des gens. L'évolution des liens familiaux, on peut en dire quelque chose dans ce qu'on a vu nous et autres, mais c'est surtout à la famille de s'exprimer à ce sujet-là. Et ça marchait très bien, et je peux vous dire que la satisfaction des magistrats alors était totale. Donc voilà, donc pas de réunion sur les personnes en leur absence. On voit l'évolution, par exemple, dans tout ce qui est système d'évaluation suite à des informations préoccupantes des IP et autres, comment tout ça est traité. Les territoires qui maintenant systématiquement traitent ces questions-là avec les familles concernées, ça développe une toute autre dynamique. Ça, il n'y a pas de... Voilà, on a énormément d'expérience à ce sujet-là, ça marche. Donc voilà, donc posture du sauveur, si on est mise en cause dans ces 2 temps, aussi bien les réunions que les écrits. S'agissant du handicap, c'est pourtant un aveuglement que de persister à figer les aidants et les aidés dans leur statut. Car si l'aidant est celui qui peut faire ce que d'autres ne peuvent pas, l'aider, c'est lui, ce que de nombreux aidants souvent ne savent pas. Se projeter dans l'avenir avec une ou plusieurs restrictions. Nous qui avons besoin de l'assistance d'autrui, n'en voulons pas moins être nous-mêmes, agir avec les autres pour les autres. Nous avons appris beaucoup, mais les savoirs et savoir-faire tirés de nos expériences de la vie autonome restent pour l'instant hors des champs de l'action institutionnelle. C'est Jean-Luc Simon, une personne qui est à mobilité réduite, dans un entretien avec Brigitte Bouquet. Voilà. On a des travaux d'Elisabeth Zuckman et autres qui datent là aussi de plusieurs décennies, même dans des personnes qui sont dites en situation de polyhandicap, leur permettre de participer autant qui les concerne directement, a priori, leur apporte beaucoup de bienfaits. C'est vraiment prendre les gens en considération. Une autre posture du contrôleur, adoptée par les intervenants mandatés pour réaliser du contrôle social, renforce le sentiment d'impuissance de là où des personnes concernées par la mesure, sentiment déjà créé par le statut de bénéficiaire, place ceux ou ces personnes en situation de devoir agir. Les personnes doivent faire leur part de travail. Et là, très souvent, ne prend pas en compte l'impact des conditions structurelles dans l'étude de la situation. Risque, c'est tenter de domestiquer la colère. C'est très délicat, alors je pense qu'il y en a parmi vous qui travaillent sur les questions de RSA. Avec les nouvelles dispositions où la personne ne peut même plus avoir un stylo ou une feuille de papier, tout se fait par prise de notes sur ordinateur, par l'intervenant, etc., etc., dans des procédures standardisées, minutées et autres. Bon, il faut sortir de là, je ne sais pas comment, je n'ai pas les recettes. Mais moi, les personnes qui œuvrent dans ce registre-là le vivent mal, quoi. Le vivent mal et voilà, à réfléchir avec elles. Alors, s'agissant de ces hypothèses et postures, l'aide apportée ne résout pas le problème et la personne connaît un échec supplémentaire. Et on est dans un risque de processus de double victimisation, fait de reprocher à la personne de ne pas réussir à s'en sortir malgré l'aide apportée. Pour moi, il y a une phrase que j'ai souvent retrouvée dans des rapports quand j'étais avec des équipes d'AEM ou autres, qui constitue à mes yeux une faute professionnelle, c'est la personne ou la famille n'a pas adhéré à la mesure. De quel droit énonce-t-on ça ? Il n'y a aucun problème à énoncer. Nous n'avons pas réussi à se rapprocher de la famille, à tenter des choses avec elle. On se met en cause, nous. Et on ne peut pas le reprocher. Si on a essayé le boulot, on n'est pas obligé de réussir à tous les coups. Mais faire reporter la faute sur l'autre, ce n'est pas admissible. Alors, la prise en compte de ces impacts néfastes et le sentiment d'impuissance professionnelle ont conduit des intervenants à envisager d'autres manières d'intervenir. Ceux-ci visent à développer des interventions sociales contribuant activement, globalement, à l'avènement d'une société plus juste, localement à l'affranchissement de personnes et de collectivités.
On va voir l'impact du contexte dans tout ça. Quand on parle de justice sociale, on va contextualiser l'affaire au niveau d'une montée d'immeuble, d'un quartier, etc., mais pas au sens général. S'agissant de la participation, il est maintenant bien établi que les difficultés de participation des personnes concernées sont plus liées aux conditions associées à cette participation qu'à la volonté des personnes concernées de s'engager activement. Pourquoi voudriez-vous que des gens pour qui la vie n'est pas simple refusent une main tendue? Moi, j'ai une conviction aujourd'hui, et encore une fois, dans 15 jours, je pars en montagne en vacances avec des gens pour qui la vie est vraiment très dure, des mères psychiatrisées, 6 mois de l'année, 6 mois chez elles, les volets fermés avec des lunettes noires, des gosses placés, temps de visite réduit avec TISF ou lieu médiatisé, enfin tout ça. Et puis pendant 10 jours, on a les autorisations judiciaires pour emmener les gens en montagne. Bon, les gens qui vivent ces parcours-là, ils n'ont qu'un désir, c'est que leurs enfants ne connaissent pas le même parcours. Donc ils sont prêts à accepter toutes les aides qu'on leur propose. Le problème, c'est comment propose-t-on ces aides? Alors, on passe maintenant aux propositions. Des fondements de l'approche. Alors, entre autres, alors je vais être très court là-dessus, référence à Ricoeur, Paul Ricoeur, tout être humain cherche constamment à se dépasser et à s'épanouir, ce qui passe par la reconnaissance de certaines capacités fondamentales. Une d'entre elles, le pouvoir d'agir. La souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire ressenti comme une atteinte à l'intégrité de soi. Travaux d'Henri Laborie, quand dans une situation délicate, on peut ni fuir ni se battre, on devient fou. Je ne suis pas du tout cinéphile, je ne vais jamais au cinéma, mais je crois qu'il y a un film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique qui traite de tout ça, avec Depardieu jeune ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Voilà, donc si vous voulez, pouvoir agir est une capacité incontournable pour avoir le sentiment d'exister. Selon Ricoeur, ce à quoi cette approche adhère pleinement. Pouvoir dire, utiliser ses propres mots pour produire un récit sensé. Je cite toujours une anecdote terrible à mes yeux. Lors d'une recherche concernant que j'avais menée entre autres avec Bernadette Tillard, qui est prof ici à Lille, sur les mesures dites complexes où il y avait pléthore d'intervenants, je me rends dans une famille et je rencontre une maman, pareil, enfant retiré dès la naissance, mis en pouponnière, elle hospitalisée 6 mois, etc., etc. Donc j'avais un magnétophone visible, hein, il n'y avait rien de caché. Et je lui dis, bon, allons-y, parlez-moi un peu de vous, présentez-vous. La première chose qu'elle me dit, je suis bipolaire. Boum. Alors ça tombe très bien, parce que je ne sais pas ce que c'est que la bipolarité. J'ai fait toute ma carrière sans savoir ce que c'était qu'une névrose, qu'une psychose, une décompensation. Et j'ai travaillé pendant 15 ans avec un psychiatre qui disait, les éduques, touchez pas à ça, vous n'y connaissez rien. Donc touchez à rien, laissez faire les gens qui s'y connaissent. Donc moi, je suis dans cette ligne. Donc j'ai pu dire à cette maman, écoutez, là vous me prenez de court, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut aborder les choses différemment? Mais terrible, terrible, que quelqu'un se définisse en fonction de ce que d'autres lui ont dit. Il s'avère que c'est une maman qui, sur 1 an et demi, a fait un parcours formidable, grâce entre autres à une TISF, etc., a pu reprendre une formation, etc., etc. Voilà, donc vous voyez, pouvoir dire, utiliser ses propres mots, cette citation vient à l'inverse, enfin cet exemple vient à l'inverse de ce pouvoir. Raconter, se raconter, les événements ne deviennent intelligibles que racontés dans des histoires. Et imputabilité. S'octroyer, se voir octroyer la paternité de ses actions. Quand une personne dit à la fin « Ah ben, je me surprends, je ne me pensais pas capable d'eux, mais j'ai réussi à... » et qu'autour d'elle, des personnes, tu vois, tu l'as fait, tu nous cassais les pieds, tu nous disais que, bon, tu l'as fait, c'est gagné. Voilà, que la personne soit capable d'un sentiment d'imputabilité. Une phrase qui n'est pas terrible, c'est quand on vous dit « Ah, c'est grâce à vous que... » Là, il y a un maillon qui a manqué. Que vous ayez filé un coup de main, bien entendu, vous êtes payé pour ça, on est payé pour ça, mais in fine, la personne doit pouvoir revendiquer la paternité de l'action qui a été réussie. Bon, je passerai le suivant. Alors, bon, des citations Canquillem qui va dans le même sens. Hein. Je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l'existence et de créer entre les choses des rapports qui ne viendraient pas sans moi. Des jours aussi, un psychiatre qui s'est énormément intéressé aux problèmes de souffrance au travail. Être en bonne santé, c'est pour chaque homme, femme ou enfant avoir les moyens d'un cheminement personnel et original,
vers un état de bien-être physique, mental et social. Et s'agissant du handicap, Daniel Moise, si la maladie ou la déficience diminue la qualité de vie, le fait de ne pas pouvoir décider par soi de ce qui est bon pour soi constitue alors l'atteinte qui rend l'épreuve définitivement insupportable. Voilà, donc ce sont des repères sur lesquels l'approche que je vais vous présenter est fondée. Très vite sur les questions d'empowerment. L'empowerment, c'est un terme qu'on évite d'employer. Moi, j'étais obligé de le mettre dans des titres de bouquins. J'ai perdu le conflit avec les éditeurs pour des raisons purement commerciales. Bon, j'ai laissé tomber, sinon on y serait encore à discuter. Mais on l'évite parce que c'est un terme qui est présent dans le secteur économique, bancaire, industriel et autres, avec un état d'esprit qui n'est pas du tout l'état d'esprit initial. Première utilisation du terme aux États-Unis, début du XXe siècle, les suffragettes, les féministes, revendication du droit de vote, années 60, Martin Luther King dans la lutte des droits civiques, etc. Mais à contrario, Ronald Reagan, président, l'utilisait pour dire débrouillez-vous au ghetto, etc., etc. Donc vous voyez, tout ça n'est pas simple. Années 60, États-Unis, des psychologues cliniciens qui se rendent compte qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont sur des modèles d'intervention complètement standardisés et en ne tenant pas du tout compte des conditions de vie, se sont dit, bon, il faut qu'on arrête, là, on rend les gens encore plus fous qu'ils ne le sont. 65, naissance de la psychologie communautaire, donc ces psychologues se sont réunis. Refus de se référer à la logique d'adaptation et d'ignorer les impacts des conditions de vie. Et leur but était de contribuer à l'émergence des conditions favorisant l'affranchissement des personnes rencontrant des obstacles dans leur parcours de vie. S'affranchir, ce n'est pas s'adapter. S'adapter, c'est on fait avec les conditions. S'affranchir, c'est qu'on va éventuellement modifier ces conditions. Alors, un auteur, rencontré par certains d'entre vous au Touquet, Yann Le Bossé, a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a une vidéo sur YouTube dans laquelle il expose tout son parcours personnel, pourquoi il s'est intéressé à la psychologie communautaire, or qu'il était parti sur d'autres bases, etc. etc. Et propose une traduction d'empowerment par développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Définition du pouvoir d'agir, selon Le Bossé. Processus, mais ça a été dit par votre directeur général, par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir de manière efficiente sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s'identifient. Ça rejoint complètement la définition de l'empowerment des psychologues communautaires. Alors, quelques précisions. Dans cette approche, le pouvoir, pas associé du tout à l'idée générale de puissance, au désir de domination, mais par contre à l'école Hannah Arendt, aptitude des gens à gérer ce qui est possible, donc est associé à l'application concrète du possible, renvoie à la possibilité de créer une différence dans le cours des événements. Donc à partir de là, l'exercice effectif d'un pouvoir d'action va dépendre à la fois des opportunités offertes par l'environnement et des capacités des personnes à exercer ce pouvoir. On peut aussi rapidement évoquer Amartya Sen, économiste, prix Nobel d'économie, qui distingue deux libertés. La liberté négative qui renvoie à l'absence de coercition, nous avons le droit d'eux. La liberté positive concerne la possibilité concrète d'user de cette liberté, ce que les gens peuvent vraiment faire. Toujours l'exemple classique, il faut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que lui filer du poisson. D'abord, lui donner du poisson peut lui sauver la vie, alors il ne faut pas s'en priver. Apprendre à pêcher, oui. Encore faut-il s'assurer derrière que la personne ait à disposition un plan d'eau dans lequel elle ait le droit de pêcher, avec des poissons comestibles et le matériel pour le faire, et se rendre au plan d'eau. Donc vous voyez, non seulement il faut que la personne sache pêcher, mais il faut aussi s'occuper de toutes les conditions que je viens de citer. À propos du handicap, Brigitte Bouquet, une loi de non-discrimination du fait du handicap existe, mais son application s'avère peu convaincante et il faut dépasser le seul aspect juridique. Des programmes de formation et de communication renforceraient à bon escient les mesures de lutte contre les discriminations, tant en direction des personnes handicapées pour renforcer leurs capacités individuelles, que de l'ensemble de la population pour une meilleure prise de conscience des discriminations auxquelles sont exposées les personnes handicapées. Autant qu'une plus grande vigilance à leur égard. Vous savez tous ici que dans l'éducation nationale, on parle tous d'inclusion. Et la loi veut que les enfants en situation de handicap, autant que faire se peut, soient scolarisés dans l'établissement de leur lieu de résidence.
On sait très bien que la formation des professeurs d'école, des professeurs de collège, de lycée, etc., ne contient aucun élément sur les questions du handicap. Donc tout ça marche au bon vouloir des gens, à leur bonne volonté, à leur sensibilité, etc., etc. Alors, on passe à la mise en œuvre de l'approche. On va évoquer les points suivants, le but, la posture, recours à l'action, etc., etc. Alors le but. Mettre en œuvre les conditions susceptibles de favoriser l'atteinte d'objectifs jugés importants par là où les personnes auprès desquelles il intervient, c'est-à-dire contribuer au développement de leur pouvoir d'agir. Ça découle directement de la définition. L'intervenant soutient donc là où les personnes dans la prise en considération des opportunités issues de l'environnement, cadre législatif, disponibilité budgétaire, ressources diverses, etc., et de leur capacité à exercer ce pouvoir. Vous voyez bien qu'on se décale de la seule composante personnelle. Posture de ce passeur. C'est s'écarter des deux posteurs dénoncés précédemment, de sauveur et de contrôleur. Le passeur crée les conditions pour que là où les personnes concernées utilisent leurs compétences, prend en considération les connaissances issues de l'expérience, et il n'est donc plus question de projet pour, mais de projet avec. Et une chose qui va être centrale, c'est l'aspect de négociation. Il favorise pleinement les démarches de négociation entre personnes concernées par intervention et intervenants. Parce que l'expertise des premières est nécessaire mais pas suffisante, sinon elles s'en sortiraient toutes seules. Et c'est à cette condition que les personnes sont vraiment reconnues auteurs de leur parcours de vie. Le passeur épaule là où les personnes concernées dans leur affranchissement. Alors affranchissement, il ne s'agit pas pour celle-ci de faire avec l'obstacle, on serait dans de l'adaptation, qui nie la nécessité d'un changement structurel, mais d'en être libre, soit en l'ayant dépassé ou contourné, soit en ne le percevant plus comme tel. Ça, c'est capital. On n'est pas là pour adapter les gens aux conditions de vie. Il y a des conditions de vie sur lesquelles il va falloir jouer, comme le rappellent les textes initiaux. À partir de là, il aide les personnes concernées à mettre en œuvre leur idée. Il négocie avec elles la visée d'un objectif dont la probabilité d'atteinte est forte, pas proximale. Je vais revenir avec la diapo suivante. En s'appuyant sur les ressources et talents disponibles ici et maintenant. Il ne pose pas de conditions préalables. Vous n'êtes pas prêt, vous manquez de motivation. Donc toutes les théories, tant que le jeune n'a pas touché le fond, on ne peut rien faire, sont bannies par cette approche. Par rapport au pas proximal, pareil, une citation issue du champ du handicap. Accorder systématiquement le soutien requis pour assurer la réussite. Le mot d'ordre étant l'expérience de la réussite. L'engagement et la participation de la personne, tout comme la forme de soutien assurée par l'accompagnant, seront calibrés de sorte à garantir l'accomplissement de l'activité. Pour les personnes qui ont vraiment des parcours de vie difficiles, elles ne tentent plus rien. Elles ont tellement le sentiment d'avoir échoué précédemment qu'elles préfèrent ne plus rien faire que de s'engager dans quelque chose où elles risquent, encore une fois, d'éprouver un sentiment d'échec. Donc le boulot, ça va être de leur permettre de se lancer dans une action avec notre soutien, mais une action qui a une très 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 forte probabilité de déboucher sur une réussite. Toute la finesse de l'intervention va être là-dessus. Qu'est-ce qu'on va tenter avec les gens? Comment va-t-on permettre de... Donc on négocie. On ne demande pas aux travailleurs sociaux de tout faire, d'être légitimes dans tout. Négociation. Mais on va les accompagner sur quelque chose qui va réussir, parce qu'une fois le premier sentiment de réussite dégagé, la suite est beaucoup plus simple à gérer. Donc, tâche essentielle de l'intervenant, identification des conditions personnelles et structurelles, et ensuite réunir ou actualiser ces conditions. C'est-à-dire que l'intervenant, il se mouille. Il ne fait pas que discuter avec les gens. S'il faut accompagner les gens auprès de telle ou telle instance, organisation communale, etc., etc., inspection académique pour les questions d'école, il le fait. Bon, ça, la suite, je vais sauter. Recours à l'action. Donc ça, c'est une critique sur les interventions qui sont uniquement basées sur la parole. Si l'expression est nécessaire au changement, elle n'est pas suffisante. C'est le passage à l'action qui s'avère transformateur, qui favorise la prise de conscience. Il s'agit de permettre aux personnes concernées de faire l'expérience de la mise en mouvement de leur potentialité, de leur permettre d'être en mesure de s'attribuer le mérite de la réussite d'une action, aussi mineure paraît-elle, donc de se percevoir auteur. Ce n'est pas nous qui avons à juger
la taille de l'entreprise réalisée. Donc moi, je vous dis, pendant 4 ans en AEMO, là, les entretiens seuls servent à rien. Servent à rien. Les gens, très souvent, c'est comme beaucoup de groupes de parole. On a des bouquins là-dessus de Catherine Selne et autres. Souvent, les gens viennent dans ce genre d'instance pour ne pas avoir plus d'enquiquinement qu'ils en ont déjà. Ils font semblant. Donc, si vous voulez, bien entendu, discuter, échanger, construire, élaborer ensemble, incontournable. Qui dit action, dit réflexion. Mais voilà, être à l'écoute, c'est une condition. C'est pas une fin en soi, écouter quelqu'un. Écouter pourquoi, en vue de quoi, etc., etc. Recours à l'action. Action collective. Hannah Arendt. Dans l'action naît un monde commun. L'action contribue au fondement du lien social. L'action collective favorise l'émergence et le développement de l'entraide. Et favorise le passage d'une conscience individuelle à une conscience collective. Je croyais que mes difficultés personnelles étaient liées à ma personnalité, mais je constate que d'autres vivent la même chose que moi. Très, très, très rassurant. Et souvent, on l'entend. Et je comprends que mes difficultés sont en partie produites par la manière dont la société est organisée. Voilà donc les repères. Alors après, je regarde l'heure qu'il est. Une phase très importante, mais qu'il faut expérimenter, dont il ne faut pas parler, ce sera la définition du problème. Sur quoi on va travailler. Très souvent, on passe très rapidement là-dessus. Voilà. Donc, pour préciser les manifestations ici et maintenant des caractéristiques de la situation à changer. Très souvent, on demande aux gens de nous raconter leur vie. À quoi ça sert? Pourquoi faire une anamnèse de ce type-là? Maintenant, si le passé a une empreinte sur le présent, ok, on s'en empare. Quel élément du passé peut avoir une empreinte? Mais connaître la vie des gens, puis une fois de plus remettre ça dans un rapport final, bon, généralement les greffes sont encombrées par ce genre de papier, ça dépasse au-dessus des armoires. Bon, donc si vous voulez, on s'occupe de l'ici et maintenant. Ne pas tenter de partir de l'énoncé d'une question générale ou d'un énoncé normatif. On manque de moyens, ceci, cela, parce que bon, c'est pas suffisant. Problème et demande. Demande, généralement, c'est quelque chose qui est assez instinctif et qu'on n'a pas problématisé. Donc, on va rapidement apporter une réponse, mais qui souvent n'est pas satisfaisante. Problème, difficulté. Difficulté, il va falloir décomposer la difficulté en problème. Difficulté, c'est par exemple la perte d'un être cher. Maladie irréversible, etc. Bon voilà, mais en quoi ça pose problème que vous ayez perdu votre père? Alors évidemment, on ne va pas y aller sous cette formulation-là, mais en gros, l'esprit, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous pose problème d'avoir perdu votre père? Qu'est-ce que ça vous pose comme problème aujourd'hui de vous retrouver dans cette situation médicale, etc. Problème, solution, généralement, on va trop vite sur les solutions. Évidemment, prendre en compte les caractéristiques personnelles et contextuelles. Une fois qu'on a défini le problème, ça, faut l'expérimenter. Je passe très vite parce que ça, il faut passer à l'acte sur des situations précises et faire l'exercice sur des situations en travaillant tout ça en groupe, etc., etc. Une fois que le problème est cerné, élaboration de pistes d'action. Donc le Bossé a mis au point une grille d'analyse en 4 axes qui ne sont pas hiérarchisés et qui vont reprendre les éléments fondateurs de cette approche. Acteur en contexte. Eh bien, je vous laisse à disposition tout ça. Hein. Non, mais votre association dispose du PowerPoint, vous en faites ce que vous voulez. Là, je suis en train de faire en 1 heure ce que je faisais en 3 ans, plusieurs heures par semaine auprès des étudiants. On est d'accord, hein, donc. Mais je vais les détailler l'un après l'autre. Alors, celui d'en haut, mais ils ne sont pas hiérarchisés, je le répète. Adoption d'une unité d'analyse acteur en contexte. L'intervenant fait l'inventaire de l'ensemble des personnes concernées et impliquées dans la situation. Qui peut être dans le coup? Là, on est dans un modèle écosystémique. Alors, systémique, pas au sens de TF1, au sens de Bronfenbrenner qui a construit tout ça en 1979. Hein. Donc, si vous voulez, qui peut être dans le coup? Qui peut, dans cette situation, mettre son nez? En termes de voisin de palier, d'animateur d'un club sportif ou d'une structure culturelle, de grand-oncle, de tout ce que vous voulez. Donc, qui est dans le coup? Et qui veut quoi? On va être beaucoup sur les enjeux. Hein? Donc, si vous voulez, qui est dans le coup? Et on s'assure aussi que la pratique prenne en compte de façon concomitante, en même temps, les obstacles concrets entravant la personne ou le groupe concerné et le développement de ses capacités. On va être sur le contexte et sur la personne.
Encore une fois, ce qui n'est pas simple du tout. Qu'est-ce qui fait que dans votre situation, vous ayez le sentiment de ne plus savoir où donner de la tête, etc. Et on va voir qu'il y a des éléments économiques, de méconnaissance du droit, etc., etc., méconnaissance de telle structure susceptible de filer un coup de main. Voilà. On va s'intéresser à tout ça. Et qu'est-ce qui vous fait peur chez vous? Vous sentez pas capable de... En quoi vous vous sentez pas capable de? Je suis trop je suis trop timide. En quoi vous... Voilà, on va tripatouiller au sens de cyrillique tout ça. On va avec la personne. Nous, on n'est pas là pour donner des directions. On est là au mieux pour faire des suggestions. Qu'est-ce que vous diriez d'eux? On y va très, très, très modestement. Est-ce que vous pensez que ceci, cela? On négocie. Et une négociation, ce n'est pas une consultation. Hein, ce n'est pas oui ou non. On n'est pas dans le fermé. On est vraiment dans l'ouvert. Et je vous assure que quand on pratique ça avec des gens, ils s'en saisissent, quelle que soit leur situation du moment. Voilà, ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça marche. Et développe une compréhension nuancée du rôle de la personne ou du groupe dans l'avènement ou le maintien de sa situation. On ne peut pas tout faire porter sur la personne. Ah, mais elle ne veut pas travailler, elle n'est pas motivée, ceci, cela. Non, on balaye beaucoup plus large que ça. Qu'est-ce qui fait que, alors si on pense qu'il y a une question de motivation, hein, on peut complètement se tromper. Qu'est-ce qui vous fait dire que ceci, cela? Vous voyez, voilà, on construit avec les gens et c'est là où il a la posture. On est vraiment à la posture de passeur. On ne sait pas ce qui est bon pour l'autre. On ne le sait pas. Et ça, je vous assure que c'est un exercice de décentration personnelle qui est difficile. Ce n'est pas ce qu'on apprend en centre de formation. Pendant 14 ans, j'ai enseigné là-dedans. Il y a des départements où je suis interdit de séjour, vous en doutez, hein, où je suis très critique sur certains fonctionnements. Et je le regrette, parce que je vois bien que les travailleurs sociaux dans le coup, ils sont très mal dans ce qu'ils font. Il n'y a qu'à voir le nombre de congés, d'arrêts maladie, le nombre de démissions, de changements de poste et tout. Moi-même, j'ai connu dans ma carrière 3 années de galère complète, dont j'ai honte. On était censé épauler des jeunes, les filles qui étaient au bord du trottoir, on a réussi à les mettre sur le trottoir, etc. Niveau de violence et tout ce que vous voulez. Donc, je sais ce que c'est, j'ai vécu permanent ce que c'est que travailler dans des conditions où on devient fou. On est aussi fou que les gens qu'on est censé aider. Bon, j'ai eu la chance d'être dans des équipes après où on a redressé la tête, etc. etc. Mais si vous voulez, je sais ce qu'est être en galère moi-même. Hein. Et quand on disait qu'il faut développer son pouvoir d'agir avant de s'occuper de celui des autres, c'est celui-là. Se battre au sein d'une institution de façon à pouvoir un peu envisager les choses intelligemment, etc. etc. Mais tout ça dans la négociation. Vous avez cité Solalinsky tout à l'heure. Ce qui distingue Solalinsky, les travaux de Solalinsky, je pense en particulier à son écrit Manuel de l'animateur social de 1976, c'est que lui est beaucoup dans le rapport de pouvoir. Lui, qui est un gars vraiment particulier, qui était docteur en ethno ou en sociaux, qui avait fricoté avec les Black Panthers, etc., avec les gangs de Chicago, épaulé des gens qui vivaient dans les ghettos. Il était que dans le rapport de force avec les bailleurs sociaux et tout ce qu'on veut. Cette approche, elle n'est pas du tout dans le rapport de force. Hein. Hannah Arendt et autres, on n'est pas là-dedans. On est dans la négociation. Alors, négociation, ce n'est pas tout accepté. Ce n'est pas tout approuvé. On négocie. Puis il y a des choses qui ne sont pas négociables. Tout ce qui relève du crime, etc., etc., tout ce qui est... La loi nous donne quand même des garde-fous. Voilà. Donc, si vous voulez, acteur en contexte. Négociation, je viens de le dire. Qu'en pensent les personnes concernées? On n'est pas dans des questions de concertation, d'adhésion. Vous voyez, une vraie négociation. On ne sait pas ce qui est bon pour l'autre. On se retire l'idée de savoir ce qui est bon pour l'autre. C'est pour ça que les réunions sur l'autre en son absence sont destructives, ne permettent pas une telle dynamique. Prise en compte des contextes d'application. Compte tenu de la situation, qu'est-ce qui peut être tenté? L'intervenant tient compte des spécificités de chaque situation, ici et maintenant, dans la conduite d'intervention. Pose pas de préalable, être motivé, etc. Je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, il n'est pas question d'envisager les mêmes modalités de changement d'une situation à une autre. Questionne les interventions standardisées. On connaît les aberrations de quantification de certaines interventions. Dans certains CTAS, c'est 10 minutes par personne. On est fou. On est fou. Peut-être des personnes avec en 5 minutes ça va être réglé, puis d'autres va y passer 3 quarts d'heure. Enfin, si vous voulez, alors je parlais tout à l'heure de l'informatique dans le RSA. C'est rassurer à un certain niveau d'encadrement de pouvoir faire des stats et autres. Mais qu'est-ce qu'on en tire?
comprendre les processus, c'est pas à partir de ça qu'on en tire, qu'on est capable, etc. Donc, si vous voulez, il y a le problème de la standardisation. Que des équipes construisent des repères communs, c'est incontournable, qu'il en soit de même pour des institutions et des organisations, qu'il y ait des principes qui soient arrêtés, et au moins momentanément intangibles, oui, mais les modalités de mise en œuvre de ces principes, c'est un autre niveau. Vous voyez, donc les chartes d'association, les projets associatifs et autres, incontournables, pour savoir où on met les pieds, pour savoir comment s'organiser, les missions, etc. La loi, je suis très respectueux de la loi, personnellement, oui. Mais après, comment on applique tout ça, c'est autre chose. Démarche conscientisante. Un des 4 autres axes. Qu'est-ce qui a été tenté et quel enseignement on en tire? L'intervenant met en place les conditions susceptibles de permettre à la personne ou au groupe concerné de prendre conscience des éléments personnels et structurels ayant contribué à la détérioration de sa situation et à l'amélioration de cette situation. Et ce, afin que cette personne ou ce groupe puisse dorénavant tenter une action sans intervenant. Il me semble quand même que la finalité de nos histoires, c'est qu'à un moment donné, on ne soit plus dans le coup. Autant sympathique qu'on l'est tous. Hein. Quand on voit sur 3 générations que l'AS, c'est la même AS qui est dans le coup, quand c'est plus sur la famille que la famille elle-même et tout, c'est quand même pas simple pour la famille. C'est pas simple. Alors on sait très bien qu'il y a des jeunes dont les principaux repères sont les familles d'accueil, etc. Et c'est très très bien, heureusement qu'il y a ces gens qui sont présents. Mais dans de nombreuses interventions, l'idée c'est quand même qu'elles prennent fin au bout d'un moment, en lâchant pas les gens n'importe comment, en lâchant les gens parce qu'ils sont capables de gérer eux-mêmes ce qui était compliqué jusqu'alors. Voilà, donc introduction d'une démarche d'action conscientisante. Alors, pour finir, la référence à ce modèle d'analyse vise, d'une part, je l'ai dit, à formuler le changement visé en termes d'action à entreprendre, c'est-à-dire vraiment problématiser, mais de façon très opérationnelle, et envisager une solution pouvant être mise en œuvre immédiatement sans condition préalable. Pour finir, dernière diapo, je vous avais promis une formulation opérationnelle de justice sociale, un soutien à la possibilité concrète d'agir, on est dans l'idée d'épanouissement, au moyen de la mise à disposition de ressources nécessaires en termes d'équité et pas d'égalité, à la conduite d'un changement d'intérêt collectif. On ne s'en tire pas seul dans la vie, donc on est bien sur l'idée de bien commun. Donc, vous voyez, le DPA vise à contribuer au bien commun en s'appuyant sur l'énergie du libre arbitre. C'est bien ce qui concerne la personne ou un groupe familial et une communauté plus développée. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est pragmatique. Je vous le dis encore, en termes d'échelle, ça peut être une famille, une personne. Bon, c'est pas simple. Un groupe familial, plusieurs groupes familiaux, une montée d'immeubles, un immeuble, etc., etc. Je vois, moi, j'ai affaire en ce moment à un groupe de femmes à la Cité Mistral à Grenoble, qui en ont marre que leurs enfants ne puissent pas jouer en bas à cause du trafic. Des rodéos de scooters et tout, les enfants ne vont plus jouer en bas. Et elles disent, mais comment on peut s'y prendre et face à des groupes extrêmement violents, qui n'ont pas le même logiciel que nous. La sauce que j'épaule, il y a eu vraiment des moments très très durs au niveau violence, à coups de barre de fer et tout. Bon, on est dans des trucs pas simples du tout. Hein. Donc voilà, donc justice sociale, c'est ça. On va s'arrêter là-dessus.